Et à tous, bienvenue sur cet atelier Manageduc pour parler finalement des élèves à besoins éducatifs particuliers et notamment pour voir comment on peut passer d'une approche par le trouble à une approche par les besoins. Merci de nous avoir rejoints. Alors pour l'instant, on est 21 sur cet atelier. On attend un petit peu plus de monde, donc voilà. On va vous demander de bien vouloir couper vos micros donc pour cette première partie. On vous laissera la parole dans une deuxième partie. Donc je vais déjà me présenter. Je suis Karine Mallet, je suis personnelle de direction dans l'Académie de Besançon. Je suis sur un établissement, sur un collège de centre-ville, mais sur un quartier politique de la ville, avec une SECPA 228, deux unités ULIS et également une UPE2A. Et actuellement, je suis déchargée auprès de la rectrice sur le remplacement de courte durée. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur moi. Je participe à l'aventure Manageduc depuis le début, donc ça doit bien faire quelques années maintenant, 5 ou 6 ans. Je vais laisser Marie-Laure se présenter, Marie-Laure qui est directrice d'EREA. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Je suis actuellement directrice d'un EREA, c'est-à-dire un établissement régional d'enseignement adapté qui se trouve à Calais, dans l'académie de Lille. Et c'est un plaisir pour moi de retrouver ou de rencontrer voilà, les collègues pour ce temps de partage d'expérience et puis un temps d'échange dans la suite. Euh, Juste dire qu'auparavant, j'ai été provisoire adjointe dans des grands établissements avec beaucoup plus d'élèves. J'aurai l'occasion de présenter les REA et ses effectifs, entre autres. Et puis, dans un autre temps, j'étais professeure. Donc, moi, j'ai plutôt découvert Manageduc d'abord par être prof. Et finalement, voilà, École IMA, c'était au départ être prof. Maintenant, Manageduc. Et il y a eu des interventions au sein de l'établissement dans le cadre d'une politique et d'un projet très, très volontariste de la DSDEN du Pas-de-Calais et d'une des d'A à Z en particulier. Et donc, c'est vraiment une belle aventure qui a commencé cette année 2023 et puis pour l'établissement sur l'année scolaire 2023-2024. Voilà. Parfait, Marie-Laure. Eh ben, écoute, est-ce que tu pourrais donc nous dire finalement quel regard on porte sur l'élève quand on est directeur et directrice d'EREA et personnel d'un EREA? D'accord. Alors, eh bien, déjà, un EREA, c'est un établissement qui est un parmi 60 en France à peu près. Donc ça, c'est déjà une particularité. C'est quand on est chez l'établissement ou intervenant auprès d'un EREA, on verra après qui y travaille, on n'est pas très nombreux en France. Et on accueille en EREA, sur le type d'EREA dans lequel je travaille, des collégiens et des lycéens qui sont, pour celui de Calais, en difficulté scolaire, graves et durables, un petit peu comme ce que l'on peut demander un petit peu comme critère, on va dire, pour entrer en SECPA. Mais les EREA ont la particularité de bénéficier d'un internat éducatif, qui fait qu'on parle parfois d'EREA à caractère social. Et c'est donc une définition sur voilà, un public qui est accueilli et qui n'est pas exactement le regard qu'on va poser lorsque nous accueillons nos élèves à l'EREA. Hein. Donc, on a ces critères pour y entrer et devenir élève, c'est quand même pas le moment où on est accueilli. Et quand on accueille un élève à l'EREA, eh bien, on n'hésite pas à accueillir un élève avant même la rentrée, s'il y a besoin d'organiser une réunion, qu'elle s'appelle ESS ou qu'elle s'appelle concertation. On va accueillir les élèves comme des jeunes qui sont le plus souvent en présence des familles et avec les professionnels qui les accompagnent, éventuellement dans le cadre de l'école ou dans un autre cadre. Et cet accueil de l'élève va se faire en lui posant la question, en posant la question aux familles, en posant la question aux personnes qui le connaissent. Finalement,
de quoi l'élève a-t-il besoin pour pouvoir bien entrer à l'EREA. On ne va pas aller chercher à avoir un diagnostic qui a été posé. On va lui demander, et c'est le cas pour plusieurs élèves qu'on a accueillis de la sorte, on va lui demander dès le mois d'août finalement, ou parfois même en juin, quand les contacts sont posés même dans l'année précédente, on peut aller chercher le nombre d'heures, le nombre de demi-journées pour lesquelles il lui sera possible à la rentrée d'être présent et d'assurer une situation qui va être tenable, qui va être correcte pour que cet élève soit un élève, entre comme élève et puisse profiter de ce qui se passe au sein de l'établissement. Et on va travailler avec les professionnels et demander quels sont les temps où ces professionnels ont aussi besoin d'intervenir au sein de l'établissement. Et par rapport à ce que tu dis, Marie-Laure, finalement, on perçoit bien que le temps d'accueil de l'enfant est très important au sein de l'EREA, que le regard qui est porté sur lui est donc un regard très globalisant, et qu'on va se focaliser non pas sur ce qui cloche, mais ce qui va lui permettre d'avancer. De dépasser ses difficultés et d'avancer pour continuer de progresser dans ses apprentissages. Finalement, est-ce qu'il y a pour les personnels qui travaillent en EREA une formation particulière, un accompagnement particulier, des temps particuliers qui leur permettent justement d'assurer cette prise en charge un peu différente de ce qu'on a l'habitude de connaître en établissement scolaire? Alors, comme au sein d'une SECPA, on a des temps de concertation qui sont prévus. Ces temps de concertation à l'EREA ici à Calais sont triples ou quadruples. Les temps de concertation vont être ces temps qu'on appelle aussi parfois de synthèse et qui vont être des moments où on va réunir ensemble les personnes qui interviennent dans le cadre de l'internat. Donc pour à peu près la moitié de nos élèves et seront présents dans ce cadre-là à la fois les enseignants, donc souvent les professeurs des écoles qui interviennent à l'internat, les assistants d'éducation, mais également le coordonnateur d'internat, l'infirmière. On va avoir un autre temps qui est plutôt un temps sur les élèves qui sont uniquement externes et qui peut aussi être un temps où on va parler des situations des élèves internes, mais qui est un temps plutôt dédié avec les enseignants, la CPE. Et puis, on aura aussi un temps qui existe dans les établissements scolaires, hein, qui est un temps plutôt lié à la prévention du décrochage, parce qu'on espère toujours une grande persévérance, mais on a aussi cette vigilance sur le décrochage. Et on aura aussi beaucoup de temps informels. Et ces temps informels vont être des moments de partage d'expériences, de partage de pratiques, et qui seront ces temps entre la fin de l'internat le matin et la prise en charge pour les cours, qui vont être le temps où les élèves arrivent dans les réa le matin et on attend que les cours commencent. Eh bien, on va déjà voir si l'élève est disposé, si l'élève revient de week-end avec quelque chose qui le chagrine, et on n'hésitera pas à lui proposer, avant même d'entrer en classe, un temps de ça, c'est un temps de remédiation. On a une salle, alors je sais que dans le cadre des projets de notre école Faisons l'ensemble, ça se développe beaucoup, mais ça fait plus de 5 ans qu'il existe une salle, voilà, avec un sac de frappe, avec un rameur, avec des choses où on va pouvoir extérioriser. On va avoir un endroit plutôt de temps calme et le temps d'écoute sera l'écoute sur le besoin. Et on ira peut-être après chercher finalement quelle est la cause aussi de ce besoin qui est temporaire, hein, qui n'est pas obligatoirement sur un besoin de compétences de classe, mais de compétences psychosociales. On va chercher comment entrer dans de bonnes conditions, comment bien commencer la semaine ou la journée ou la demi-journée au sein de l'EREA.
D'accord. Et moi, la question que ça me pose, c'est finalement quelle disponibilité ont tes personnels pour pouvoir répondre finalement quand ça se présente aux besoins de prise en charge de l'élève qui est un besoin hors la classe. Parce que ça reste quand même que de ce que tu nous dis, de ce que tu nous expliques, c'est que il y a véritablement on se focalise sur le besoin du jeune et sa capacité à rester dans la structure et dans la classe, voilà, à définir cette capacité de pouvoir rester dans la structure ou dans la classe, donc on s'adapte. Mais finalement, cette adaptation, elle a forcément un coût pour toi, un coût pour tes personnels. Et donc, comment ça s'organise concrètement chez toi et quelle est la disponibilité et qui s'occupe finalement de prendre en charge ces élèves hors temps de classe. Mmh. Alors, peut-être que les collègues auront en tête leur dotation, par exemple en poste d'assistant d'éducation. Au sein d'un EREA avec 128 élèves, on a 10,5 équivalents temps plein, donc la présence d'une assistante de prévention sûreté. On va aussi trouver dans des établissements REP+, par exemple. On a une grosse dotation qui va être liée à la présence des assistants d'éducation sur l'internat, comme dans tout autre internat. Ce qui fait qu'on peut dire qu'en journée, on va avoir à peu près 4 ou 5 assistants d'éducation présents. Et que c'est pour ça que c'est important d'identifier ce qui va gêner tel ou tel élève là en arrivant, pour qu'on puisse le prendre en charge, permettre que le plus rapidement, mais correctement pour lui possible, la classe soit possible, parce qu'on va avoir un autre dispositif qui est le dispositif du temps calme, et qui est quelque chose qui est très formalisé, qui a été vraiment mis en place dans le cadre des formations aussi que nos assistants d'éducation ont reçues. Et cet accueil-là, il va se faire au fil de la demi-journée. Donc, quand on a 4 ou 5 assistants d'éducation, quand on a 14 classes, on imagine bien que on va pas pouvoir, on va pas pouvoir effectivement avoir des très, très, très gros groupes. Donc, il faut vraiment se dire que l'activité qui va être proposée pendant ce temps calme, eh bien, elle va être la réalisation d'un puzzle, elle va être la réalisation d'une activité qui va être donnée par les enseignants, bien sûr, hein, mais où on va pouvoir avoir un petit peu ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin d'être en activité? Est-ce que j'ai besoin d'extérioriser, voilà, par une pratique? Et bien, c'est vrai qu'en fait, nos assistants d'éducation sont des personnes qui vont aussi partager leurs expériences en même temps qu'ils sont formés spécifiquement. Au sein de l'académie de Lille, tous les assistants d'éducation qui travaillent en EREA bénéficient de 3 jours de formation supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est aussi un projet. Je pense que les collègues peuvent peut-être imaginer, concevoir ce type de formation. On a un projet même plus largement pour les assistants d'éducation, se dire, il faut qu'on réfléchisse à des journées vraiment où on leur propose la prise en main d'un poste et après des journées thématiques. Et ça, les AED, les assistants d'éducation en EREA en disposent 3 jours. C'est quand même un temps qui est dédié, un temps qui est raisonnable pour qu'on puisse tenir sur l'année et qui permet de développer des outils et faire des choses un peu pratiques. D'accord. En dehors de, enfin, ce que je comprends, ce que j'entends, hein, c'est que malgré ta dotation d'assistant d'éducation qui est quand même confortable par rapport au nombre d'élèves, mais au regard de leur spécificité finalement pas si confortable que ça, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment important d'avoir défini en amont les temps de présence et les temps et cette capacité de l'élève à rester effectivement dans la structure pour que finalement, ces temps de prise en charge un peu au pied levé soient limités sur un nombre d'élèves, ce qui permet effectivement à tes 4 ou 5 assistants d'éducation présents par jour de pouvoir répondre aux besoins. Parce que je pense que ce qui serait peut-être terrible aussi, c'est d'être en incapacité. Et je pense que ça doit arriver quand même parce que tu n'es pas à l'abri peut-être de situations un peu extraordinaires quand tu es en incapacité de répondre finalement aux besoins de l'élève quand il s'exprime, comment ça se passe et quel autre levier tu peux actionner ou à quel autre personnel ou quel autre partenaire tu peux faire appel? Comment Mmh. ça se passe? Alors, au sein d'établissements, et c'est le cas dans d'autres EREA, existe
des temps que l'on appelle parfois SAS. Et on a par exemple un professeur des écoles qui, sur chaque fin de matinée, va prendre en charge justement des élèves sur une période qui sera un tout petit peu plus longue que le temps calme, justement, hein, euh, pour leur proposer un projet, pour leur proposer une réalisation, quelque chose qui va leur permettre d'être acteurs, d'être responsables. Alors, ça va être parfois un petit peu des projets type bricolage ou aussi aménagement d'espace pour la vie scolaire. Là, justement, les élèves ont réalisé des jeux anciens. Dans le nord de la France, ça existe, ces jeux anciens avec des petits palais, etc. Et donc, ils ont réalisé quelque chose qui permet justement, quand on a besoin d'aller souffler, d'avoir quelque chose d'intéressant à faire. Donc, ce temps-là, il est vraiment précieux. Et puis, on n'en avait même pas parlé, je pense, quand on a préparé cette rencontre. On a aussi deux outils très importants qui existent dans l'établissement, une fiche de suivi et des emplois du temps aménagés. Et ces emplois du temps aménagés, euh, ça fait un petit peu ce PPRE que chaque élève pourrait avoir. C'est-à-dire qu'en EREA, quand on a 128 élèves, on a en fait 128 parcours différents. Cet emploi du temps aménagé, il va comporter les temps où, par exemple, les intervenants CESAD sont présents. Pourquoi pas l'intervention d'AESH qui sont mutualisés ou d'AESH individualisés qui ne seront donc quand même pas présents pour la totalité de l'emploi du temps. Et aussi ce temps de SAS, ce temps de prise en charge par un autre adulte. On a déjà proposé dans des classes où on avait des difficultés, hein, en particulier classe de quatrième, je pense que ça parlera à beaucoup de collègues. On a déjà proposé de faire une entrée en classe différée, c'est-à-dire qu'on est trois collègues, CPE, coordonnateur d'internat, moi, ou même la DDFPT qui s'occupe plutôt des formations professionnelles. On accueille les élèves et petit à petit, au bout d'un quart d'heure, puis 25 minutes, puis 35 minutes, on va accompagner l'élève dans la classe. On l'aura mis au travail dans notre bureau, on l'aura mis au travail en vie scolaire et on le réaccompagne pour qu'il intègre la classe quand le moment est là pour lui. Et où ce temps va être utile, va être profitable, va être bénéfique pour lui et la classe. Et si le moment, il n'arrive pas? Je me fais l'avocat du diable. Si le moment n'arrive pas, ça peut être long, hein. Ça peut être long, on le sait. Parce qu'en attendant, par exemple, s'il est avec toi ou s'il est même avec la DDF, bon, voilà, il n'empêche que, voilà, tu as quand même sur le gaz, comme tout personnel de direction, comme tout personnel, voilà, d'encadrement, un certain nombre de tâches à accomplir au quotidien et tu n'as Bien sûr. peut-être pas, voilà, du temps complet à Ouais. consacrer à l'élève. Ouais. Alors, ce temps qui peut être un peu long, on est plutôt sur un autre dispositif, hein, quand on aura eu un dérapage. On a ici au sein de l'établissement aussi, comme dans beaucoup, des personnels qui sont là aussi pour accompagner les élèves et qui n'hésiteront pas à aller un petit peu discuter, proposer une activité qu'ils sont en train de mener et les élèves feront avec. C'est-à-dire qu'on va avoir en fin de matinée une préparation au sein du restaurant scolaire, préparation des fichiers, des carafes d'eau qui va être faite entre l'agent et un élève qui aura eu du mal à rester ou qui ne sera pas parvenu à rentrer. Ça, je dis toujours à l'EREA, il y a 90 adultes pour 128 élèves. Mais vraiment, quand je parle 90, ce n'est pas des équivalents temps plein. C'est 90 interlocuteurs différents qui sont là parfois une journée par semaine, mais où chacun prend sa part et où chacun aura cette attention. Et je peux dire que les agents d'entretien, les agents de loge peuvent dire bah oui, j'ai vu aujourd'hui que tel élève bah oui, avait du mal. Et ça, c'est très précieux. Et, et j'ai envie de dire, malheureusement, on n'a pas tant de concertation avec les agents sur l'accompagnement des élèves, mais on a ces temps informels comme ça où on échange et où on sait qu'ils sont présents, que la prise en charge se fait.
Ça, Et, c'est clair. et finalement, par rapport à ça, parce que je sais que c'est toujours un point un peu d'achoppement avec les collectivités territoriales hein, qui gèrent les personnels, les agents, est-ce que tu as une relation particulière avec la collectivité territoriale de rattachement, justement du fait de la spécificité de ton établissement et des interactions qui sont possibles ou de la mobilisation que tu pourrais demander aux agents pour l'accompagnement des élèves? Ou est-ce que c'est vraiment fait de manière complètement informelle et bon, voilà, et ça échappe un petit peu au contrôle? Alors, on reste, ça c'est clair qu'on va toujours rester dans des cadres légaux et les actions, elles sont des actions où on va faire attention bien évidemment à la sécurité, hein. On ne sera pas sur des actions, avec du travail au hauteur et cetera. Mais je pense que ça, c'est vraiment la culture établissement. Autant on peut dire, hein, je rappelle parfois que les EREA avant s'appelaient les établissements pour élèves inadaptés. Ce temps-là est bien révolu et les personnes qui viennent ici, par exemple de la région ou d'autres établissements, disent: «Mais on sent, vraiment un attachement, on sent, cette, idée de famille», comme on a aussi la moitié des élèves qui restent du lundi au vendredi, heu, c'est spontané. C'est-à-dire que parfois on va faire une demande, mais assez souvent, ça se passe comme ça. Il y a un élève qui va être dans un couloir parce qu'il aura pas réussi à entrer, va réussir à rester, eh bien on va trouver quelqu'un qui va discuter avec. D'accord. Ça arrive, ça arrive comme ça, Donc c'est il y a une vraie mobilisation collective de l'ensemble des personnels pour accompagner l'élève et répondre à son besoin. ah oui, ouais, ouais, ouais. Et finalement, pour finir juste sur cet encadrement et les gens qui gravitent, et les personnels qui gravitent autour de l'élève, quel est le rôle finalement des partenaires extérieurs? Comment ils interviennent chez toi? Et quelle est la part des familles Mmh. dans la Ouais. Alors les partenaires extérieurs sont vraiment très, très, très diversifiés. Heu, je pense que dans le cadre de l'école inclusive, ça se voit dans, tous les établissements dorénavant, mais on va avoir, beaucoup d'intervenants, de CESAD, on va avoir beaucoup d'intervenants, alors de l'ASPREN, hein, qui est lié à la justice, bien évidemment les interlocuteurs de la maison département solidarité. Heu, je peux donner un exemple, hein, on accueille, parfois des élèves qui sont, élèves d'autres, établissements et n'ayant pas d'assistants familiaux disponibles, on va les accueillir à l'internat pour que le temps d'accueil, pris en charge par la maison département solidarité, par l'aide sociale à l'enfance, soit sur le week-end. Donc on va vraiment avoir finalement cette expertise de l'accueil, de l'accompagnement des élèves qui est connue de nos partenaires. Donc une très, très grande diversité et les concertations, sont vraiment très fréquentes. C'est-à-dire que j'ai parlé des temps de synthèse, je vous avais dit 4 temps, il y a le groupe de prévention du travail scolaire et les concertations. Et on n'est pas sur de la commission éducative, on n'est pas sur de la procédure disciplinaire, on est vraiment, heu, partageant, hem ce que l'on a identifié, ce dont l'élève a besoin, partageons cela, voyons comment nous on peut répondre à ce besoin-là actuellement, de quoi a-t-il besoin d'être réassuré, d'avoir, d'avoir une maison, d'avoir un toit parce que, en ce moment il y a personne d'autre pour l'accueillir, ça c'est très important. Donc les concertations et puis concernant les familles, alors ça c'est très, très, très étonnant parce qu'on va entendre, parfois que les familles sont éloignées de l'école. Heu, quand je suis arrivée, on m'avait dit aussi: «Bah oui, les familles vont souvent changer de téléphone portable, de numéro, souvent changer l'adresse mail ou ne répondent pas». Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux et je sais pourquoi on peut avoir ce sentiment-là. Quand on a 128 élèves, qu'on connaît un autre type d'établissement, on organise une réunion parents-professeurs, on attend une ruée. Mais il y a pas de ruée quand il y a 128 élèves, parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas de parents. Parce qu'il y a des élèves qui ont des interlocuteurs qui travaillent ce jour-là, mais on n'arrive parfois à faire venir les interlocuteurs, ça arrive. Et puis parce qu'en réalité, les familles sont présentes et on doit les convier, mais on doit aussi répondre à leurs sollicitations. Et c'est vrai que, s'il y a une bataille que je n'ai pas encore réussi à manier complètement, c'est que l'accueil téléphonique au sein de l'établissement soit vraiment le plus large possible et que lorsqu'un parent, contacte l'établissement, quelqu'un déjà puisse prendre l'appel. Et c'est vrai que, voilà, la dotation, c'est toujours pareil, hein, pour qu'il y ait un accueil téléphonique, il faut quelqu'un, et comme en accueil présentiel, il faut quelqu'un qui tienne cet accueil. J'essaie de l'étendre, y compris sur le temps du début de l'internat parce que,
quand on a une interrogation, quand on a une angoisse, quand on a une chose à vérifier, eh ben, il faut qu'on puisse être pris en charge. Et il faut que la personne puisse assurer que le message est transmis. Et c'est vrai que moi, j'aime vraiment répondre vraiment rapidement. Je pense que répondre à chaud, dire je vais me renseigner, je vais aller vérifier, vous me parlez d'une inquiétude, je ne peux pas répondre pour l'instant, mais je vais m'en occuper. Ça, je crois que vraiment, ça évite de nombreux problèmes. Donc, nos parents sont là. On a un très beau dispositif d'atelier parents-enfants. Alors, on connaît le café des parents, on connaît la maison des parents. L'atelier parents-enfants, c'est une proposition qui a été faite par des professeurs de lycée professionnel, pour l'instant sur les CAP. C'est une matinée qui se fait généralement au bout d'une période, c'est-à-dire quand les élèves ont été là, qu'ils ont acquis des compétences, eh bien, on troque les masques ou les costumes, et ce sont les parents qui endossent le vêtement, la tenue professionnelle, et les élèves qui deviennent les maîtres, qui font la classe, qui voilà, qui demandent à leurs parents, eh bien, de prendre les pinceaux, de prendre, voilà, la monobrosse. On le fait donc en CAP, peintre, applicateur de vêtements, agent de propreté et d'hygiène, et aussi dans les CAP agricoles. Et les parents, bah, vont faire des semis, vont, regarder un peu comment on prépare une bordure, et cetera. Et ça marche du tonnerre. Alors ça, c'est un petit truc ou une astuce, à tenter. Ça demande, très peu de moyens. Alors là, pour le coup, ça, un peu de communication, donc c'est du temps passé, et on convie les parents à rester déjeuner le midi. Parce que ça permet aussi de vérifier, de montrer qu'on mange bien à l'ERIA, qu'on est bien accueilli, qu'il fait chaud au restaurant scolaire, que les conditions sont bonnes, et ça me semble très important quand les parents nous confient leurs enfants, cette confiance sur le temps de repas. Donc ça coûte ça. Ça coûte l'accueil au restaurant scolaire des parents, on leur offre, mais le reste du temps, tout le monde est là, il faut de la matière d'œuvre éventuellement, mais c'est un PP. Donc, ça, c'est vraiment une action gagnant-gagnant. Et je me dis, pourquoi pas l'imaginer aussi sur les classes de SECPA, hein, sur les classes de collège, ce temps d'activité, voilà, où c'est concret, et il y a vraiment une transmission. Et j'ai dit les parents, mais bien évidemment, ça peut être parfois la grande sœur, le grand frère, le grand-père. Et on a aussi des assistants familiaux qui sont venus et qui ont vécu une matinée agréable. Ce que j'entends dans ton discours, c'est que finalement, vous êtes tout aussi préoccupé de l'accueil et du besoin de l'élève que de l'accueil et du besoin des parents, enfin, en tout cas de la cellule familiale, ce qui est assez génial parce que, alors est-ce que c'est possible du fait de mon effectif, mais je pense, enfin, pour avoir travaillé aussi en lycée professionnel avec des classes de CAP, ce dont tu as parlé, l'échange, enfin l'accueil parents-enfants, cet atelier-là, ça a été mis en place par une collègue enseignante en PLP en vente, qui est très préoccupée effectivement de l'investissement des parents dans la scolarité de leur enfant, a mis en place ça, alors un peu sur le même modèle que ce que tu viens de nous décrire, donc c'est possible aussi ailleurs. Et en fait, c'était pour valoriser le travail des élèves donc, qui étaient en commerce. Et donc, quand on a créé la boutique, qui était une boutique physique. Alors d'abord plateau technique, voilà pour les faire travailler, mais qu'on a finalement ouvert sur l'extérieur à différents moments de l'année pour différentes. Et donc ça a permis à ce moment-là d'impliquer les parents, de les faire venir, que les élèves puissent montrer à leurs parents ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils étaient capables de faire. Donc c'était le temps avant d'aller sur les lieux de formation, les lieux de stage, et ça permettait aussi de leur montrer ce qu'ils avaient appris et de les mettre aussi comme position, bah, tiens, mets-toi à ma place, est-ce que tu es capable de faire ce que moi je fais? Et donc, de valoriser les compétences, de sortir de cette image je suis nul, je sais rien me faire, de permettre aussi aux parents de sortir de l'image qu'ils pouvaient avoir de leur gamin, ils sont pas capables, ils vont pas y arriver parce que en CAP, on sait qu'on a un public issu des SECPA ou des ULIS, et donc forcément avec des besoins très particuliers, et donc avec une insertion professionnelle qui n'est pas forcément si simple
simple. Et ça valorisait tant les gamins, les parents que les enseignants. Et je trouve que la pratique est plutôt très vertueuse. Mhm. Euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un professeur qui a lancé cet atelier qui, en fait, est lui-même issu de SECPA et qui a à cœur d'apporter ce qu'il aurait peut-être voulu qu'on lui apporte ou ce qu'il a pu recevoir. Hein, c'est vraiment sa logique. Et c'est lui qui a lancé l'expérience. On est parti d'un CAP, on est maintenant à 4 CAP qui le proposent. Et je pense que le cinquième sur 5 s'y mettra également. Et parce qu'en plus, les professeurs, je veux dire, en plus, c'est tout bénéfice, c'est gagnant-gagnant parce que souvent, c'est l'occasion aussi bien de redire ce qu'on n'a pas toujours réussi à dire par un coup de fil ou par un rendez-vous. En EREA, sur Calais, là, j'ai des élèves originaires de 3 bassins en formation. Donc, il est clair que on n'aura pas 100% des présentes, là encore, il faut s'y résoudre, parce qu'il peut y avoir vraiment des difficultés financières à se déplacer, ça c'est une chose. Mais quand un parent est convié à apprendre auprès de son enfant, à déjeuner, et ensuite avoir un temps un petit peu informel, un temps de remise de bulletins, ou une réunion, là on a fait en même temps dans la foulée une réunion pour un internat des neiges, donc une classe de neige pour les internes, eh ben, là encore, c'est super pour l'ensemble des équipes. On se connaît, on s'est croisés, on a passé une journée ensemble. Les parents sont là, les parents sont vraiment au rendez-vous. Du coup, ça nous permet de passer à la deuxième partie de l'atelier où on va peut-être aussi vous laisser et ben, poser les questions que vous souhaitez à Marie-Laure. Mais est-ce que toi, Marie-Laure, là, par rapport à tout ce qu'on vient de dire et par rapport à la connaissance que tu as aussi d'un établissement scolaire classique, hein, puisque tu y as officié de nombreuses années, finalement, des pratiques que vous mettez en place au sein de l'EREA pour accompagner l'élève, pour lui permettre effectivement de se sentir bien, d'être finalement pris en charge par rapport à ses besoins et d'avoir vraiment cette culture du besoin plutôt que du qu'est-ce qui va pas ou quel est le trouble. Finalement, parmi toutes ces pratiques, quelles sont celles que tu verrais les plus simples à transposer dans un établissement scolaire basique? Mhm. Alors, je crois vraiment que des rencontres, des temps de réunion où l'ensemble des partenaires sont là, sont vraiment indispensables. Alors, euh, ça se fait, hein, les groupes de veille où on essaie d'avoir la présence des personnels de vie scolaire et en même temps des enseignants, mais ils peuvent revêtir un tout autre thème. Hein, c'est vraiment l'accompagnement des élèves. Ça, je crois que c'est vraiment indispensable parce qu'on sait, et pour avoir eu ce temps d'accompagnement école-humain, c'est ce qui est remonté. Quelles sont nos difficultés? La communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est presque une belle histoire, comment représenter, c'était un empereur qui voulait représenter son territoire, qui venir tous les cartographes, et qui en a exécuté beaucoup parce qu'il trouvait que c'était pas le bon visage de l'Empire. La carte fabuleuse de l'Empire, c'est celle qui est à l'échelle 1-1, c'est-à-dire une carte qui duplique l'Empire. Et un élève, pour bien l'accompagner, en gros, il faudrait être là avec lui tout le temps pour savoir finalement quels sont tous ses besoins. Et est-ce qu'on les verra encore tous? C'est pas le cas. Mais justement, comme cette communication-là, on ne peut pas l'avoir parce qu'on ne peut pas passer voilà, toutes ces heures sur chacun des élèves. Il faut vraiment, vraiment se donner un temps, se dédier un temps. Euh, alors, je ne sais pas si c'est bon de le dire, mais au Royaume-Uni, les enseignants, le matin, arrivent, mais c'est quelque chose comme 10 minutes. Ils sont tous là, en plus ils doivent être là sur l'ensemble de l'emploi du temps de la semaine quasiment, mais ils ont 10 minutes et on se fait quelque chose de très rapide et on va échanger sur les thématiques les plus saillantes. Et ça, je crois que c'est vraiment essayer de trouver ce temps. Hein, donc, un temps d'échange, un temps de parcours. Je crois aussi que, et c'est ce que l'Action Écolima a permis, on s'était engagé à faire notre premier petit pas, notre premier geste. Je crois aussi que un professionnel, et ça va être le cas demain, l'assistante sociale, qui en 20 minutes représente quelles sont les procédures pour accompagner et protéger l'enfance. Et où finalement chacun va se dire, ah ben oui,
tel élève-là, il me manquait cet outil, ou je ne savais pas bien comment procéder, ou quel interlocuteur contacter. Donc, c'est aussi vraiment se donner le temps pour du partage de compétences professionnelles, de compétences propres, et se dire que l'assistante sociale, elle va pas obligatoirement être la seule à traiter telle situation voilà, liée à un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance. C'est quelque chose qu'on doit partager. Donc, il faut absolument transmettre les compétences, les bons tuyaux, les partenaires. Qu'est-ce que je retiendrai aussi? Bien évidemment, la nécessité de travailler autour de ce pôle de vie scolaire, parce que c'est pour moi l'interface. L'interface qui va gérer les contacts avec les familles, les absences qui sont programmées, les temps où il est compliqué pour l'élève d'être en classe, et où on va faire appel aussi à un enseignant qui sera dédié. Et c'est vrai que les dotations, je sais elles sont contraintes, on a une marge d'autonomie, et c'est vrai que peut-être prévoir avec du pacte, avec des missions particulières. Euh, on a ici des projets autour de la médiation animale. Ben voilà, quelqu'un qui va être présent, quelqu'un qui va être là pour accueillir un élève qui, là, ne pourra pas être bien accueilli dans la classe pour l'instant. Je pense que ça, c'est vraiment transposable. On a un peu de moyens, là, actuellement, pour le faire. Osons. Et merci beaucoup, Marie-Laure, pour en tout cas le tableau que tu nous as brossé. Et puis, finalement, ça donne envie d'aller travailler en IREA, cette affaire. Euh, on vous laisse bien volontiers la parole parce qu'on l'a quand même bien mobilisé. Il nous reste environ une vingtaine de minutes pour échanger et puis pour éventuellement que vous puissiez questionner Marie-Laure sur les pratiques de l'EREA, sur comment ça fonctionne, et puis peut-être pour échanger entre vous tout simplement sur ce qui se fait dans vos établissements et sur les pratiques qu'on pourrait aussi dont on pourrait finalement s'inspirer, nous, dans nos propres établissements. La parole est à vous. Bonjour, j'ai entendu donc le premier propos sur partir du besoin du jeune. C'est effectivement quelque chose qu'on ne faisait pas forcément il y a 10 ans, et sur lequel on essaie d'être plus attentif aujourd'hui lorsque l'on mène les ESS. Pas partir, comme le disait le titre de cet atelier, du besoin d'un diagnostic médical, mais d'entendre l'élève. J'ai pour autant du mal à faire exprimer à un jeune, même lycéen, puisque je suis en lycée, ses besoins, son vécu. Marie-Laure, à travers l'expérience des quelques années, est-ce que tu as vu qu'il y avait des déclencheurs ou peut-être une préparation en amont? Parce que j'essaie, moi, pourtant, de préparer en amont le jeune, de l'avoir déjà reçu pour préciser comment ça allait se passer. Et même mes lycéens ont du mal à dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont besoin. Alors, pour le coup, ce que je peux dire, c'est qu'à l'EREA, nous accueillons 128 élèves. Et bien, chaque année, on a entre 80 et 90 immersions qui ont lieu pour préparer la scolarité de l'année suivante. Ces immersions, elles sont sur un jour, 2 jours ou une semaine, avec ou sans internat. Et ça va tout simplement permettre à l'élève d'être aussi en confiance. Donc, je sais très bien que ça n'est pas transposable dans certains établissements, mais c'est se dire qu'on ne va pas obligatoirement obtenir tout de suite. Et je comprends le paradoxe, parce qu'on se dit, ben voilà, il y a un élève avec vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de besoins. On sait, on va faire une ESS vite. On va faire une ESS vite parce qu'il faut qu'on sache. Et puis parce qu'il faut aussi que cet élève, il entre voilà, dans la pédagogie qui lui est proposée, dans les activités qui lui sont proposées. Et puis parce que, ben voilà, on le sait, il y a ce programme, il y a cette diplomation au bout de l'année, ou des 2 années, des 3 années. Ben, c'est un petit peu donner le temps. Et je pense que c'est vraiment là, reprévoir en amont une pré-ESS. Une pré-ESS parce que les adultes auront vu évoluer l'élève, et se dire un regard neuf, même quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas l'établissement, va aussi se poser des questions et va peut-être pouvoir dire
ah, peut-être qu'il y a ça. Peut-être que cet élève ne sait pas qu'il aurait peut-être besoin. Alors, chez nous, on a bien sûr des casques anti-bruit, on a des assises différentes, etc. Puis c'est aussi sur des documents qu'on va proposer, sur une adaptation plus pédagogique que matérielle. Je pense vraiment c'est se donner un tout petit peu de temps peut-être. Et les adultes vont proposer et c'est reformuler ces propositions et vraiment aller au-devant de l'élève si jamais il a un peu de mal à aller vers nous, peut-être. Je rejoins tout à fait ta proposition, effectivement, de ne pas faire les ESS et les différentes réunions trop tôt. Ce que j'ai pu faire il y a plusieurs années, quand j'étais en début de carrière, en me disant, voilà, pouvoir faire un état des lieux tout de suite. Mais non, parce que c'est trop tôt, le jeune est dans un autre environnement. Donc, ce que je fais voilà, depuis quelques années, c'est que je mets à disposition quand même l'ancien PAP ou document ou une certaine information aux enseignants. Je nous donne 3 à 4 mois avant de pratiquer les actualisations et les réunions. Pour autant, je ne sais pas si c'est le cas sur ton établissement, mais bon, je sais que tu as travaillé en milieu ordinaire et nous sommes certainement très nombreux à travailler en milieu ordinaire. Un autre point que je voulais partager, donc outre cette difficulté pour le jeune à exprimer, parce que c'est pas facile hein, d'être en métacognition, de se connaître soi-même, je pense que ça croise aussi souvent un ras-le-bol et un essoufflement. Et ça, je l'avais vécu déjà dans d'autres établissements lorsque j'étais principale. Ils en ont marre de raconter leurs difficultés. Ils en ont parfois même assez des prises en charge. Hein. Ils refusent l'ergo, l'ortho, etc. C'est un marathon leur mercredi. Et euh, voilà, ça, je voulais le partager avec vous parce que est-ce que vous avez parfois trouvé une approche, un phrasé qui a parfois dénoué la situation? Moi, j'essaie vraiment d'être dans une écoute très ouverte, très bienveillante, en empathie. J'ai pas attendu que notre ministère pose ces mots-là pour être euh, cette professionnelle. Parce que voilà, j'ai commencé mon métier en faisant un certain nombre de lectures qui m'ont mis sur la voie de tout ça. Mais pour autant, du désarroi pour la proviseure qui n'arrive pas à aller aussi loin avec le jeune et l'équipe, parce que le dialogue, même si je l'ai préparé, a bien du mal à naître réellement dans ces temps de concertation et de réunion. Alors, ça peut être Marie-Laure voilà, qui complète, mais ça peut être aussi vous qui nous faites état d'un retour sur mon propos, d'un truc ou d'une astuce, d'une belle expérience qui m'inspirera peut-être une prochaine fois. Juste pour rebondir, Sandrine, sur ce que tu disais, sur ce qu'a dit Marie-Laure, je crois que oui, se laisser le temps et se laisser le temps de l'observation du jeune, dans comment il évolue dans ce nouvel environnement, dans ses relations à l'autre, parce qu'on sait aussi que les besoins évoluent, puisque notre objectif, il est quand même que dans l'accompagnement et dans tout ce que l'on met en place, l'objectif, c'est qu'il soit quand même de plus en plus autonome et qu'il ait de moins en moins besoin de ce type d'accompagnement. Ces regards croisés, on en revient à ces temps de concertation, ces temps d'échange, ces regards croisés pour confronter finalement nos observations et essayer de dépasser la difficulté que peuvent avoir, et ça on l'a tous connu je pense, que peuvent avoir les élèves à exprimer leurs émotions, leurs besoins. On est déjà nous des fois en tant qu'adultes bien incapables de le faire. Donc oui, je pense que les temps d'observation et de regard croisé sont indispensables. Après, je te rejoins, Sandrine, moi, je l'ai vécu beaucoup en lycée professionnel aussi, sur un temps où on arrive à 16, 17 ans, où on en a marre. On en a marre de la prise en charge, on en a marre d'être différent, on en a marre du handicap et donc il y a ce rejet du handicap. Et je ne sais pas, effectivement, Marie-Laure, si tu peux nous apporter une réponse là-dessus, si vous y êtes confrontés et comment vous arrivez finalement à dépasser avec le jeune ce refus du handicap pour finalement apprendre à faire avec, à vivre avec et à dépasser et à avancer malgré tout.
Ouais, c'est pour ça que j'avais levé la main, donc je vais la baisser. Euh, Ça arrive, et c'est arrivé avant que je sois sur les réals, dans d'autres établissements, les élèves ne veulent pas venir avec leur matériel pédagogique adapté qu'est l'ordinateur. Eh bien, qu'à cela ne tienne, tant pis, il ne va pas avoir l'ordinateur parce que les enseignants, petit à petit, vont remettre à l'élève les cours, vont remettre à l'élève les choses qui sont imprimées parce que, qu'à cela ne tienne, on sait il faut savoir écrire, donc voilà, avec l'ordinateur, savoir écrire à la main, mais déjà pour la transmission voilà, les cours vont se passer, et c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on va dire non, non, mais de toute façon, on va remettre les documents aux élèves. Et ça, c'est une première situation. Après, des élèves qui rejettent leur handicap, qui rejettent l'image qu'on leur a donnée, la case dans laquelle on va les placer, oui, ça arrive. Et je vais donner un exemple. Là, on a un élève qui est vraiment, vraiment, là, cette année, qui est arrivé dans un des CAP qui est considéré comme le CAP, voilà, un des CAP les plus nobles, j'ai envie de dire, de l'AREA, un CAP agricole. Eh ben, il n'encaisse pas d'être en situation de handicap. Mais je le dis clairement, là, il est sur un stage, une immersion, pas un stage, une immersion dans une autre formation. On essaie de se dire, euh, on pense que c'est l'EREA qui est adapté pour lui, mais si jamais c'est trop difficile pour lui, cette formation, on peut peut-être la trouver ailleurs, ou une autre formation, et où bah, effectivement, on n'est pas obligé de vouloir être avec d'autres élèves en situation de handicap ou de difficulté. Donc là, pour le coup, je n'externalise pas le traitement de la situation complexe. On va voir s'il y a quelque chose d'autre qui lui convient. Et là encore, bah, ça veut dire on travaille en réseau. On aurait besoin de quelqu'un pour l'aider dans les compétences psychosociales. Là, c'est vraiment poursuivre sa formation, qu'il s'y sente bien. C'est humain. Humain. Oui, Ouais. on voit bien l'importance par rapport à l'accompagnement vers l'insertion professionnelle de ces jeunes. Parce que finalement, une des préoccupations, et notamment une des préoccupations fortes des parents, c'est mais est-ce que mon enfant va être capable de s'insérer professionnellement? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des choses particulières par rapport à ça, vous? Alors, j'allais citer concrètement, il y a des acteurs locaux. Pas plus tard que mardi, nous avons accueilli l'Arpège. Là, pour les élèves avec une reconnaissance de situation de handicap, ils sont venus présenter le dispositif du mentorat, sachant que les mentors sont des entreprises qui sont en lien avec Arpège, mais qui ne sont pas complètement des personnes en situation de handicap. Et je pense que c'est vraiment par des professionnels qui vont aussi venir à la rencontre des élèves, voilà, qui sont en difficulté. Je précise, hein, là, on est sur la sphère du handicap. En EREA, j'ai un petit peu moins de la moitié des élèves qui ont une reconnaissance de la MDPH. Ce n'est pas du tout la totalité des élèves, hein. Donc, surtout, je parle bien vraiment de la difficulté. Et je pense que des professionnels, voilà, qui vont montrer ben, un horizon un tout petit peu plus loin, là, qui vont venir parler aux élèves de ce qu'on attend dans l'entreprise, de ce qu'on va attendre d'eux quand ils seront sortis de l'école. Eh ben, c'est d'être un citoyen, c'est d'être un adulte, c'est d'être quelqu'un qui va savoir interagir, et que les compétences, elles sont importantes, mais qu'on pourra continuer à les développer aussi, les compétences professionnelles et spécifiques. On aura encore le temps. Donc moi, je suis vraiment, voilà, la réunion avait lieu mardi, pareil, il y avait des parents qui sont venus, il y avait des élèves, et ça ouvre de belles opportunités. On avait aussi des élèves qui sont allés découvrir le monde de l'entreprise, des élèves qui font de l'entretien et de l'hygiène, qui sont allés découvrir des usines dans lesquelles on traite le poisson à Boulogne, qui est l'un des ports de pêche les plus importants en Europe. On leur a montré que quand on travaille dans une usine de poisson, on ne fait pas que toucher du poisson. On va aussi avoir plein d'autres métiers. C'est vraiment leur ouvrir le champ des possibles. Et quelqu'un l'a dit, enfin, je pense que c'est Sandrine d'ailleurs, ou toi, hein, Karine, tu dis, voilà, leur montrer que c'est possible. Quoi qu'il arrive. Ouais, Sandrine, tu voulais intervenir?
Oui, de même, hein, je n'ai pas du tout le même type d'établissement que toi, Marie-Laure. Je suis dans un ALGT avec une population tout de même fragilisée, hein, socialement, financièrement, et j'ai pu apercevoir les bienfaits d'une pratique musicale ou d'une pratique artistique complètement hors cadre. C'est-à-dire que ma professeure va les faire travailler la voix, la musique avec le corps. J'ai une autre professeure d'art plastique qui vient d'avoir un succès qu'on n'espérait pas en ouvrant art et relaxation, en pratique semi-guidée mais relativement libre. On n'est pas sur de l'art-thérapie, hein, on ne s'improvise pas art-thérapeute, quand bien même elle a des éléments de formation. Et je voulais peut-être que tu nous parles d'expériences qui t'ont permis, avec ces pas de côté complètement hors programme, parfois inopinés, de permettre à l'élève de rayonner. Moi, c'est les sourires de ces élèves quand ils sortent de ces heures-là qui m'ont vraiment marqué. Et ce sera un des points forts que je garderai de cette expérience, cette ouverture et ce souffle qu'ils ont gagné au cœur de ces heures. Et là, c'est pour dire que voilà, ce que l'on fait dans le milieu ordinaire peut être fait effectivement dans un milieu qui accueille un public plus spécifique, et peut-être qu'une expérience que va nous citer Marie-Laure, de nouveau, va nous inspirer pour un public dit ordinaire. Bon, effectivement. Alors, les collègues de l'académie qui suivent la visio étaient peut-être présents la semaine dernière. J'ai présenté justement dans le cadre voilà, de l'hybridation, de ces choses qu'on fait alors qu'on ne les attendrait pas là. Nos élèves ont participé à un atelier street art et je vous ai envoyé la carte de vœux de cette année qui reprend le nouveau logo de l'EREA qui a été réalisé sur un des murs de l'enceinte de l'établissement qui était alors complètement défraîchi, avec un logo qui est presque le même dessin, sauf qu'en fait, sa morphologie, sa physiologie a complètement changé. Et les élèves ont réalisé la fresque eux-mêmes. On a fait une inauguration, on a invité du monde. Et en fait, ils ont été acteurs de ce nouveau visage de l'EREA. On a une enseignante en 4e l'année dernière qui a participé à un concours de poésie. Et on peut se dire, bon sang, en 4e, de la poésie, en SECPA, en EREA. C'était sur la thématique de marché. On a des élèves qui ont participé à une activité slam où ils ont parlé d'eux. On leur a demandé de dire ce qu'ils étaient. Certains ont dit qu'ils n'aimaient pas l'école, et en fait, ils l'ont très bien slamé par contre. Et en faisant ça, ils ont développé plein de compétences, mais surtout l'envie d'être là, envie de venir à la prochaine séance. Donc, je crois que c'est important d'aller chercher les contrats locaux d'éducation artistique, se dire que des élèves de CAP maçon, et c'est le cas depuis l'année dernière, vont aller à lycéen au cinéma, ils vont découvrir un film avec Charlie Chaplin, c'est un truc peut-être qui semble, ça va leur plaire et pas leur plaire, et ben c'est bien, c'est bien, c'est bien parce que c'est un projet, c'est faire école autrement, c'est faire école ailleurs, c'est s'ouvrir et c'est Et faire je chouette. pense que s'il y a une pratique qu'on peut facilement tous utiliser, c'est bien celle-ci. Parce que toi, Sandrine, effectivement, la musique est quelque chose de complètement exceptionnel. Le street art pour toi, Marie-Laure, sur le lycée professionnel où j'étais juste avant de partir, on avait impulsé toujours avec cette prof, cette PLP vente, avec ses CAP, voilà, de dire il faut absolument qu'on redonne un petit peu d'étoiles dans les yeux à ces gamins, etc. Et donc, on les a impliqués dans je filme ma formation, le concours Je filme ma formation. Et donc, la première année, ils se sont assis, il y a eu un très, très gros travail de fait, etc. Ils sont montés à Paris, ils ont été sélectionnés, ils sont montés à Paris, ils ont fait l'aller-retour dans la journée, donc ça a été sport quand même pour des élèves, la plupart issus de SECPA ou bénéficiant du dispositif ULIS. Donc, ils ont rien gagné cette année-là, mais en tout cas, ils ont été vus par le président du jury. On leur a dit non, non, ce que vous avez fait, c'est très bien. Il faut vous améliorer là, 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 là. Et l'année d'après, hop, on a remis le couvert. De nouveau, une belle sélection. Et là, pour le coup, on a dit on va étendre le projet, on va essayer de capitaliser le projet aussi pour aller travailler des compétences psychosociales un peu différentes. Et donc, ils sont montés à Paris, le train, la nuit d'hôtel,
Et pour ces élèves, c'est quelque chose, c'est assez exceptionnel. Et effectivement, toute la journée en manifestation, etc. Et ils ont gagné la caméra d'or. Et je veux dire, en termes de valorisation et de regard qu'on porte sur eux, sur leur capacité à, et ce qu'ils vont pouvoir, et la façon dont ils vont pouvoir l'utiliser aussi pour une insertion professionnelle, je trouve ça assez magique. Oui, Sandrine. Moi, je reviens effectivement sur l'idée de besoin. Alors, on a appelé nos élèves à besoins éducatifs particuliers. Moi, ce qui m'a intéressé à vous rejoindre aujourd'hui, c'est de pouvoir partager vraiment cette idée qui est commune, mais que il me semble important de porter. Ils ont tous des besoins. Les élèves dont je viens de vous parler, ils souvent n'en portent aucun, handicap, 10 ou autre. Ce sont juste des élèves très stressés qui, pour certains, portent une pression de la famille, parce que je suis dans un secteur où, pour certains, ils seront encore les premiers bacheliers de la famille. C'est encore le cas hein, dans certains territoires. Et qu'est-ce qu'ils sont malheureux et qu'est-ce qu'ils sont stressés. Et à force d'en échanger avec nos enseignants en diverses instances, conseils pédagogiques, conseils d'enseignement, échanges informels dans mon bureau, j'ai quantité d'initiatives qui sont nées. Mettre les élèves au jardin, donc voilà, on bêche ensemble et la proviseure avec ses bottes et sa bêche aussi, entre 13h et 14h quand elle arrive à s'extraire. Alors moi, je m'offre que 20 minutes parce que je cours toujours un petit peu après le temps, mais je fais 20 minutes de jardinage avec eux. Ça me fait un bien fou, ça leur fait un bien fou. Et ça demande rien. Vous voyez, la musique avec le corps, il faut juste qu'il y ait un professeur ou un professionnel qui sache faire. Tout ce que je vous ai cité ne coûte rien. Et c'est parfois là que l'on va avoir un résultat spontané et très rapide. Donc c'est vraiment ce propos que je voulais encore évoquer avec vous. Besoin, solution à trouver par les équipes, solution à trouver en réfléchissant ensemble, encore et toujours. Et puis un jour, une opportunité arrive, une idée arrive. Donc construisons effectivement, cultivons notre jardin et le pilotage de notre établissement par petites touches, sans jamais se dire qu'on ne pourra rien faire. Donc voilà. Et effectivement, la carte de vœux du lycée était particulièrement remarquable à hauteur du travail qui avait été mené réellement par les élèves et pour les élèves. Ma dernière idée, on parle de faire rayonner l'établissement à travers des activités artistiques et culturelles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes élèves rayonnent. Et c'était bien ce que disait Marie-Laure. Effectivement, que l'établissement ait une belle image, une visibilité, c'est important. Et en tant que chef d'établissement, c'est une des compétences que l'on doit porter, hein, pour savoir faire rayonner notre établissement. Mais je garde toujours l'idée que ça doit être fait par l'élève, pour l'élève, et donc pour son plein rayonnement. Je m'en arrête là. Merci beaucoup pour cette heure passée avec vous. Merci beaucoup, Sandrine, pour cette conclusion, hein, et pour terminer, bien évidemment, je crois que finalement, de tout ce qu'il en ressort, de tout ce que nous avons dit, hein, la qualité de l'écoute, la qualité de la relation, on est dans des métiers, voilà, de la relation humaine, on est en relation avec les autres, et je pense que c'est ça qui est le plus important pour pouvoir agir au plus près des besoins de chacun. Les élèves ont des besoins différents, les adultes ont des besoins différents, et il faut qu'on arrive à répondre à tout ça. Juste pour, avant de laisser le mot de conclusion à Marie-Laure, vous informer que le 2 février sortira donc le kit de scolariser les élèves à besoins éducatifs particuliers, où vous trouverez un certain nombre de fiches, d'outils qui seront utiles, et 2 fiches qui vont sortir donc en avant-première dès la semaine prochaine. Une fiche sur accompagner l'insertion professionnelle et la poursuite d'études des publics à besoins particuliers, et une autre sur les outils numériques au service d'un établissement inclusif. Voilà, vous retrouverez bien évidemment tout ça sur la page d'accueil de Manageduc que nous vous invitons à consulter, et Sarah vous a mis tous les liens dans la barre de chat. Marie-Laure, je te laisse le mot de la fin. Un grand merci. Oh, ben, ce sera très court. Je pense que on a parlé des choses qui nous nourrissaient, c'est bien sûr le sourire des élèves,
Et c'est aussi ce que l'on a pu découvrir sur notre chemin. Je voudrais évoquer cette idée d'enseigner avec tact, hein, que l'on doit à Éric Prérat. Et puis, ne pas hésiter à aller lire, ouais, oui, à aller lire ce que dit Jeannot lorsqu'il dit que on parle parfois de la difficulté d'accompagner les élèves. Et en fait, il parle de se mettre à leur hauteur, c'est-à-dire eh bien simplement, allez, on utilise les genoux, on se met face à eux et c'est ça qui va permettre, comme on l'a dit, on est tous humains, on est uniques avec des besoins différents, mais c'est ce qui va permettre, du coup, cette écoute, cette attention, cette empathie et l'accompagnement. L'accompagnement et avec tact. Un grand merci à Ecoluma, de proposer ces temps, en tout cas, voilà, et aux participants également. Merci à tous de nous avoir rejoints. On vous souhaite une bonne fin de mercredi après-midi et à très vite sur Manageduc. Au revoir à tous. Au revoir.